Non, moi je suis coach. Moi je suis coach. Alors bonjour à tous, on va se retrouver pour ce 4e épisode déjà de ce podcast, cette fois-ci avec Sébastien Bichard. Bonjour Sébastien, vous allez bien? Bonjour, ça va bien, merci. Alors pour ce 4e épisode déjà, on va se retrouver avec un entraîneur qui est passé par la formation, qui est passé par différents clubs, qui a été adjoint, adjoint dans des sélections au Kosovo notamment. On va revenir sur son parcours. Tout d'abord, on va revenir sur votre début, cette passion du coaching, comment elle s'est développée? Je dirais que très tôt, très tôt, je pense que c'est, je dirais plutôt une vocation, quelque chose qu'on pense, qu'on imagine, mais très tôt, j'ai eu l'opportunité dans mon village d'entraîner des enfants, et j'avais cette envie d'accompagner, d'expliquer, de soutenir, et ça a été le même cas dans ma carrière de joueur, où souvent nous, entraîneurs, on a été capitaines, on a été des leaders sur le terrain, et ça a été le cas. Mais bon, c'est véritablement quand on arrive à un moment donné dans sa carrière de joueur qu'on s'interroge sur la suite, et là c'est là où vraiment les choses se sont concrétisées. Mais je pense vraiment que c'est une vocation. Donc très tôt, j'ai ressenti ça. Votre carrière de joueur, vous l'avez dit, vous en avez une. Elle était comment? Vous jouez à quel poste? Dans quel club? Vous pouvez nous dire un peu plus? Oui, ben moi j'ai eu la chance d'être formé en France, donc j'ai fait un pôle espoir à Tours et Châteauroux, et très tôt donc j'ai quitté le foyer à 13 ans. Et ensuite rejoindre la Berrichonne de Châteauroux, et puis après de la France je suis parti en Suisse où j'ai fait une partie de ma carrière là-bas dans des clubs de deuxième division, et j'ai arrêté à l'âge de 27 ans ma carrière pour me consacrer à 100% je dirais à mon rôle d'entraîneur. Pourquoi vous avez arrêté si tôt le foot pro en tant que joueur? Il y avait deux raisons. J'ai connu la blessure une année avant mon arrêt. C'était quoi la blessure? Les ligaments croisés, genou. Ah, okay. Bon, une classique, mais quand on est joueur, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. J'avais jamais été blessé, j'avais jamais eu de blessure de ma carrière. Et après cette blessure, j'ai voulu m'y remettre, donc je me suis intéressé à la littérature également pour pouvoir revenir, pour pouvoir me coacher aussi sur le retour de blessures, ce qui allait m'aider dans mon cursus d'entraîneur que j'avais déjà commencé depuis quelques années, les premiers diplômes. Moi, j'ai commencé mes diplômes en Suisse, et à savoir qu'en Suisse, on démarre les diplômes depuis tout en bas. Ça veut dire que vous ayez joué, que vous ayez été d'un international à un joueur classique, vous commencez au même endroit les diplômes. Donc, j'avais déjà commencé les premiers diplômes pour les enfants. Et puis donc, cette blessure m'a donné l'envie de me former sur la physiologie, sur la préparation physique notamment. Et derrière, je me suis aussi dit que je pense que ma carrière de joueur était plutôt derrière que devant. Donc, je voulais très vite entamer une carrière d'entraîneur à 100%. Dans ce podcast, je demande tout le temps, on va le dire, aux entraîneurs, le parcours pour avoir les diplômes d'entraîneur. Vous l'avez dit, ça commence en Suisse, c'est au même niveau pour tout le monde. Contrairement, on sait qu'en France, c'est un peu bouché par les anciens joueurs qui prennent plus de place que les entraîneurs qui n'ont pas été joueurs. Ça se déroule comment? Vous, ça s'est déroulé comment? Je dirais qu'en Suisse, c'est la même chose. Hein. Vous avez, je crois en Europe, la Suisse, c'est le pays le plus représenté par des anciens joueurs en tant qu'entraîneur. Je crois que c'est autour des 82%. J'ai vu un document de l'UEFA là-dessus. Non, je pense que je dirais que le parcours, c'est un pays qui a vraiment des règles, et ils aiment que les choses soient équitables. Donc ça veut dire que vous avez des règlements qui sont très compliqués, très droits, très durs, mais ils valent quasiment pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de tests, comme en France, hein, vous avez des tests d'admission. Moi, j'ai mis quasiment une dizaine d'années pour avoir tous les diplômes, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous exerciez. Ça veut dire que vous pouvez pas atteindre un certain diplôme si vous n'avez pas exercé, entraîné, en tant que numéro 1 notamment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a le numéro 1 que vous allez voir en Ligue 1, en Ligue 2, mais il y a le numéro 1 que vous voyez en national, ce qui a été mon cas, où j'ai été à 30 ans le plus jeune entraîneur de 3e division suisse pendant quasiment 4 ans. Donc ça, c'est des choses qui apparaissent pas sur votre parcours parce que vous n'êtes pas médiatisé, parce que c'est pas je dirais, c'est l'antichambre. Il y a des clubs professionnels et semi-professionnels comme ce que vous avez dans le national français. Et moi, je l'ai fait très tôt, et mon parcours est spécial, c'est qu'après, je suis retourné dans une académie pour continuer à me développer.
Donc, en tant qu'entraîneur, entraîneur des réserves professionnelles notamment. Donc, c'est pour ça que le parcours est pas spécial, mais j'ai toujours voulu me former sur le terrain et en dehors du terrain. Et je me forme encore aujourd'hui où je suis inscrit à l'université parce que je considère que les deux vont ensemble. Mais pour résumer, c'est un parcours qui est toujours long et ils nous ont demandé, et je trouve ça très intéressant, c'est d'être autant formé en dehors que sur le terrain. C'était quoi les spécificités, par exemple, que vous devez, les prérogatives, les documents à rendre quand vous avez obtenu vos diplômes? Alors, c'est au-delà des documents, c'est vous partez sur des cycles de 2 années de formation, comme le DES, il dure 2 ans, où vous avez énormément de dossiers à rendre, de travail à faire en club, de mémoire à faire. Donc c'est des choses qui sont liées à l'université aujourd'hui. Donc quand vous êtes entraîneur et que vous venez du monde du foot, ça vous demande automatiquement de mettre une organisation autour de vous pour pouvoir vous développer, vous entraîner en club. Ça veut dire que vous avez le 100% avec votre équipe. En plus, vous devez aller faire ces sessions de formation. Nous, le DES, c'est un des diplômes qui vous permet d'aller soit professionnel, soit non professionnel, parce que c'est très exigeant. À la fin, vous avez des notes qui correspondent à des crédits, comme à l'université. Et si vous avez atteint certains crédits, vous pouvez aller au diplôme supérieur. Si vous n'avez pas les crédits, vous ne pouvez pas aller au diplôme supérieur, malgré que vous ayez fait une carrière. Vous pouvez refaire ce diplôme. Et pour le faire, il faut aussi faire des tests d'entrée, notamment sur le football. Donc, j'ai fait, par exemple, des tests physiques, tests de 12 minutes, liés à mon âge. Donc, je dois atteindre certaines choses, des tests techniques, des tests vidéo. Donc, on est aussi pris sur le terrain. Donc, quelqu'un qui a eu des blessures, ce qui a été mon cas ou d'autres joueurs, vous pouvez arriver au test technique et ne pas passer. Et il y a des joueurs professionnels qui ne sont pas passés. Donc, il y a énormément. Ah ouais, beaucoup? Ouais, beaucoup, je sais pas, mais dans ma volée, il y en a eu. Et chaque année, vous avez, pareil, entre 10 et 15 candidats qui sont sélectionnés. Donc déjà pour le DES, parce que nous, on appelle la licence à UEFA. Donc aujourd'hui, ne pas penser que partout c'est facile. Tous les pays ont des prérogatives qui sont pas simples. Parce que sinon on en ferait quelque chose de normal. Et je pense que ce métier est loin d'être un métier normal ou de reconversion. C'est entraîner, manager, que ce soit dans le football ou ailleurs. C'est s'occuper des autres, c'est mettre des choses en place. C'est bien plus large que ce que je dis là, mais il faudrait beaucoup de temps pour en parler. Donc voilà. Vos premières mises en place, vos premiers entraînements, vous savez à peu près à quoi ils ressemblaient, vous vous rappelez? Oui, j'avais 12 ans, je me souviens de l'endroit, au premier entraînement. J'ai refait ce que mon entraîneur, quand j'avais 12 ans, me faisait. J'avais 12 ans, j'entraînais des gamins de 6 ans du village, un mercredi après-midi, avec une petite personne retraitée qui était présente pour nous surveiller, parce que si jamais il y avait quelque chose de spécial. Il y avait une dizaine de gamins, et j'ai reproduit exactement ce que mon coach m'avait fait. Donc, c'est de la conduite de balle, liée avec la frappe au but, des petits jeux réduits, des 1 contre 1, des choses comme ça. Déjà, il y a passablement d'années en arrière. La chose qui a toujours resté, par contre, dans les entraînements que je propose, c'est qu'il y a toujours eu mon énergie, mon engagement. Après, le contenu en lui-même, il a bien sûr évolué, naturellement. C'était des débutants à l'époque, on appelait ça débutants, si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Donc, je me souviens très bien de ce premier entraînement. Avoir entraîné si jeune, enfin même si c'était des petits entraînements que vous reproduisez, ça vous a permis quand après vous avez passé les diplômes et entraîné les équipes réserves dans vos entraînements? Ouais, je pense pas. Je pense que la clé de ce que moi j'aime dans mon parcours et dans, je pense, la plupart des entraîneurs, mais c'est que on arrive, on commence à entraîner et on est lié à la formation. Ça veut dire que nos entraînements sont quelque part des laboratoires aussi pour nous nous améliorer, nous développer. Et heureusement que je reproduis pas aujourd'hui ce qu'on a pu me proposer. Et je m'en interdis même, parce que ce qui m'importe moi, c'est que ça ait du sens dans tout ce que je fais. Donc automatiquement, ce que quelqu'un a proposé dans un contexte précis n'est peut-être pas la même chose que dans un autre contexte. Je vous donne un exemple. Si vous entraînez une équipe de U15 aujourd'hui, vous pouvez peut-être pas reproduire le même entraînement avec les U15 qu'avec les U19 ou qu'avec l'équipe professionnelle. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui peuvent se ressembler, mais c'est le contexte qui va être lié à ça. Moi, je suis dans cette analyse-là. C'est qu'est-ce que a besoin mon équipe aujourd'hui à un instant donné, et le public que j'ai, et donc les joueurs, l'âge, d'où ils viennent, etc. Le parcours, les objectifs. Il y a énormément de choses à mettre en relation pour faire un bon entraînement, et surtout pour le penser. Après, le reste sont des outils. Les exercices sont des outils pour atteindre des objectifs. Et voilà. Quand vous pensez à un entraînement, justement, c'est sur quoi les principaux axes que vous voulez forcément, ça dépend du contexte, ça dépend des résultats. Mais c'est quoi les principaux... Comment vous vous dites, par exemple, aujourd'hui, on va travailler ça, demain, on va travailler ça?
Alors, si je prends le monde professionnel, puisque c'est où je suis aujourd'hui, Ouais. moi, je travaille avec des objectifs de semaine. Donc, ça veut dire que j'ai des objectifs qui sont liés au développement de notre équipe, la capacité à pouvoir proposer quelque chose et d'être dominant dans le jeu, mais qui va être lié au match suivant, qui est lié aussi au match qu'on a proposé. Donc, j'appelle ça, moi, la performance. Donc, il y a une analyse du match qu'on a fait qui est la performance. Il y a une préparation à la future performance et la capacité entre deux, c'est de préparer, de pouvoir répondre aux problématiques du prochain match. Donc, lié à l'adversaire un petit peu, évidemment, parce qu'il y a des caractéristiques qu'on doit prendre en considération, mais aussi surtout lié à notre projet de jeu, à ce que nous, on est en capacité d'imposer. Donc, ça demande un doux mélange de pouvoir équilibrer une semaine sur travailler ces dominantes-là qui sont tous les jours présentes sur le terrain. Et puis, dans la construction de la semaine, j'ai aussi des passerelles pour passer d'un entraînement à un autre, parce que je considère que souvent, on fait un entraînement, on le stoppe et on passe à un nouveau le lendemain. Et pour moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime mettre du lien et du sens. Ça veut dire que chaque jour est lié pour pouvoir avoir quelque part un cycle de développement aussi et de mettre du sens dans une semaine. Après, la réalité de tout ça, c'est que ce que nous, on doit amener, c'est l'équipe et les joueurs à répondre à des problématiques posées et émergentes, parce que ça va être sur des situations qu'on ne maîtrise peut-être même pas à un moment donné, mais la capacité à répondre en situation émergente de jeu, à répondre à des problématiques le week-end. Alors, on a beau bien les préparer, on a beau bien les penser, la réalité, c'est que c'est pas forcément toujours ce qui va arriver. Et donc, nous, on entraîne aussi à la capacité à s'adapter. Mais je pars du principe que pour bien s'adapter, il faut être bien préparé. Aujourd'hui, on sait que la data et la vidéo, c'est une place importante dans l'entraînement. Pour vous, vous avez constaté une évolution depuis le début de votre carrière de coach et ça prend une place importante? Ouais, je dirais que l'évolution, on la voit tous. On la voit avec la société. Hein. Donc, quand vous parlez des chiffres ou vous parlez de l'image, l'outil d'image, je dirais plutôt qu'on utilise, ça a évolué et ça évoluera, je pense, encore et encore dans le détail. Mais moi, c'est une partie prenante, évidemment, c'est une partie fondamentale, parce que je considère que c'est un outil de communication qui est extrêmement précieux quand on sait l'utiliser, quand on sait le mettre en contexte. Donc, que ça soit l'image, la vidéo, que ça soit je dirais la data, mais elle a toujours existé, la data. Voilà, a toujours été notée, que ça soit à l'école, que ça soit dans plein de choses, elle a toujours existé. Aujourd'hui, on la développe parce que on s'en sert d'outils de sélection également, et surtout pour à la fois soit pondérer, soit objectiver des choses. Mais ça a toujours existé. Donc, c'est une évolution. J'aime ce mot. Et aujourd'hui, moi, c'est même pas dans l'évolution. Ça fait partie de ma communication. Je pense que beaucoup de gens ont besoin de comprendre. Et pour comprendre, il ne suffit pas de parler. Il suffit aussi d'objectiver. Il y a des processus de compréhension. Et l'image et la data en font partie. C'est un super outil pour nous, entraîneurs. Mais je dirais pour tout un chacun dans un objectif de répondre à une évolution, une progression. C'est clair qu'il faut l'utiliser pour évoluer. Il faut pas l'utiliser simplement pour dire je l'utilise. Pour l'utiliser. Exactement. Comme on l'a dit précédemment, vous êtes passé par les équipes réserves et les équipes de formation. Votre première expérience était à Nyon, à un ancien club. Un ancien club où vous avez passé en tant que joueur, pardon. Cette opportunité, elle s'est présentée comment à vous? L'opportunité, c'est que j'étais joueur. C'était un club de deuxième division, donc j'étais joueur. Et j'avais envie toujours je commençais mes diplômes. Donc j'avais une équipe, on va dire, j'étais parrain d'une équipe. Et les mercredis après-midi, je faisais des entraînements déjà spécifiques sur l'aspect défensif ou offensif, qui a déjà plus d'une vingtaine d'années, pas une vingtaine, mais une quinzaine d'années, en arrière. Ça va vite. Et à des équipes d'élite, c'est-à-dire c'est des pôles régionaux qui sont divisés autour de la région de Lausanne, et Nyon en était un. Et je dirais de ces exercices pour moi en tant que coach, hein, mais déjà de collaborer avec un staff, avec des gamins de 14-15 ans. Mais j'avais ce truc, et quand j'ai continué, les mêmes personnes sont venues vers moi en disant tu faisais des spécifiques, est-ce qu'entraîner pourrait t'intéresser? Tu as tes premiers diplômes, ils sont valables pour entraîner en préformation. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai commencé vraiment officiellement en préformation professionnelle de cette manière-là, en fait, en ayant créé aussi un contexte, en me faisant connaître sur le terrain en tant qu'entraîneur, en tant que personne. Et c'est ce que j'ai aimé aussi. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Cette opportunité est arrivée de cette manière. En plus, dans le club, vous avez évolué, vous êtes passé par plusieurs équipes.
comment on passe juste des équipes réserves de formation à toucher l'équipe première? Alors, il y a différentes choses. Là, on prend Nyon. Nyon, c'est un contexte où j'étais avec les jeunes. Ouais. Voilà, ils mettent leur entraîneur, je dirais, se séparent de leur entraîneur et ils me proposent de reprendre la première équipe qui était en 3e division, qui était en difficulté financière, beaucoup de problèmes extrasportifs. J'ai 30 ans, c'est ma première expérience avec des adultes. Au départ, je n'accepte pas la proposition. Ça veut dire que ça s'est passé de cette manière. Ils m'ont demandé de donner un coup de main et j'ai dit que je suis disponible à aider. Par contre, ceux qui vont décider si j'entraîne ou pas, ça sera l'équipe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quelque chose de peut-être spécial à ce moment-là, c'est que j'ai été vers l'équipe. Je me suis présenté. Je n'avais pas de staff. J'avais juste un intendant puisque je venais d'une équipe de jeunes et en jeunes, j'avais un intendant un peu assistant à l'époque. Voilà, on avait nos sacs de maillots, nos sacs de ballons et on entraînait, même dans l'élite. Et je me suis présenté à l'équipe et simplement, voilà, c'était la période de préparation. J'ai dit, écoutez, moi aujourd'hui, j'ai pas choisi d'être ici. Vous m'avez pas choisi pour la simple et bonne raison que votre entraîneur vous l'aviez. Il s'est passé quelque chose qui arrive dans le foot et ça, on m'a demandé de faire la passerelle. Je l'ai accepté parce que je suis à la fois un passionné, je suis un amoureux du club et je voulais l'aider, enfin en tout cas de la structure à ce moment-là. Et j'ai dit mais ça va être très simple. On a 2 jours ensemble avant une période de pause. Pendant ces 2 jours, je vais vous entraîner. Donc il y aura 2 entraînements. Il y avait un match aussi. Et à la fin de cette période-là, vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous voulez continuer avec moi ou pas. La simple et bonne raison, c'est que je savais qu'il allait y avoir des problèmes. Je l'ai vécu en tant que joueur, l'éviction aussi d'un entraîneur. Je savais qu'il allait y avoir des problèmes financiers. Je savais que certains joueurs n'étaient pas payés. Je savais que je pouvais pas leur donner ça, moi. Moi, ce que je pouvais leur donner, c'était la passion du terrain, c'était bien m'occuper d'eux, faire des bons entraînements, préparer les matchs. Et je leur ai demandé que s'ils ne trouvent pas de club, s'ils devaient rester dans le club, c'était que ça qui allait nous aider à trouver une issue et à évoluer. Et donc, ça a démarré de cette manière. Et les joueurs m'ont accepté. Et par leur représentation à l'époque du capitaine, qui était quelqu'un qui était plus âgé que moi, ils m'ont bien sûr, j'ai aussi accepté. Donc, c'était une forme de win-win. Bien sûr que j'avais envie. Sinon, je serais pas allé, mais ils ont accepté le challenge. Et donc, on a fait 1 an et demi ensemble. Ça a duré 1 an et demi. Quand vous vous êtes présenté aux joueurs, leur première réaction, c'était quoi? D'avoir un entraîneur aussi jeune du coup, qui avait leur âge, qui est plus jeune que leur capitaine, c'était quoi leur réaction? Ouais, moi je sais même pas, mais pour moi je m'interroge pas sur l'âge ou sur l'important, c'est qu'est-ce que vous représentez, enfin qu'est-ce que vous représentez, pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous dégagez. En fait, c'est une force de conviction, c'est une manière de vous comporter, c'est des mots clairs, vous savez ce que vous voulez. En fait, un mot qui est important, c'est l'honnêteté. Donc, je suis arrivé avec honnêteté. La situation, je la connais, donc j'allais pas leur raconter des conneries. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est une des choses que j'aime le plus, c'est l'honnêteté, même si dans notre milieu, on va pas se mentir, ou dans la vie en général, ça vous donne pas toujours, les meilleurs résultats, l'honnêteté. C'est ce qui est dramatique, mais c'est la réalité. Mais moi, j'ai fonctionné en honnêteté. J'ai pas de problème. Parce que je savais derrière que, on allait avoir des hauts et des bas, et que le mariage est la chose la plus importante au départ. C'est essayer de pas se tromper quand on se lie et... Du coup, vous avez dit numéro 1 pendant un peu plus d'1 an à Nyon. Votre staff, vous l'avez fait évoluer, du coup? Ou il y avait toujours qu'un entendant? Non, je l'ai fait évoluer. C'était une situation d'urgence, donc naturellement, je l'ai fait évoluer. Dans cette année et demie-là, je me suis entouré de quelqu'un qui était déjà de la région, du club, qui a joué aussi, un ancien joueur professionnel qui est venu avec moi. J'ai essayé aussi d'amener je faisais déjà aussi des entraînements spécifiques à l'époque. Donc un entraîneur bien sûr des gardiens, quelqu'un qui faisait aussi pour les attaquants déjà. Et puis je me suis lié avec un préparateur physique qui n'arrivait pas à être là à 100%. Donc là, j'ai aussi dû me développer sur cette partie-là où je gérais vraiment la partie globale du terrain. Et en fait, c'est là qu'est partie ma réflexion sur l'entraînement. C'est que je suis parti sur une vision systémique de l'entraînement. Pourquoi? Parce que j'étais à quelque part l'entraîneur, le manager, le préparateur physique, l'assistant, l'intendant. Et en fait, dans cette vision-là, j'ai ouvert la vision de la performance. C'est que j'ai pas dit, là, il y a la préparation physique, puis après, on va faire de la tactique, après, on va faire de la technique. J'ai ouvert la vision de dire, mais aujourd'hui, tout est lié, tout est système, en fait. Et donc, ma vision s'est ouverte à ce moment-là. Et il y a une quinzaine d'années en arrière,
voilà, il y avait déjà Victor Fradé, il y avait déjà un Mourinho qui commençait à réussir. Enfin, il réussissait déjà, mais je veux dire à exposer une certaine vision. Edgar Morin également, le philosophe. Et donc, il y a énormément de choses où j'ai été pioché pour essayer de comprendre ce que je vivais, en fait. Et comment je pouvais au mieux gérer ma situation en étant à la pierre angulaire d'une vision, porteur d'une idée, mais surtout que moi, j'avais pas le choix. Donc, je me suis formé en tant que préparateur physique. Donc, voilà, j'ai continué mes diplômes. Je me suis formé dans la préparation mentale. Je me suis formé dans la spécificité également des postes, aller chercher plus loin parce que j'étais entraîneur principal, mais j'étais spécialiste de partout parce que j'étais à quelque part très peu accompagné, avec peu de spécialistes. Donc voilà, ça a été très très riche, mais ça a énormément ouvert ma façon de voir le foot aujourd'hui, ma façon de penser. Travailler avec des assistants aussi jeunes, comment on arrive à déléguer directement, à faire confiance à des assistants alors on vient juste d'être intronisé entraîneur? Alors, je pense que déjà la confiance, ça se gagne. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on m'a pas imposé les gens avec qui j'ai commencé à évoluer. Bon, ils n'étaient pas toujours présents. Donc, la complexité dans ce milieu-là un peu spécial, c'est que vous n'avez pas toujours des gens là tous les jours qui venaient ponctuellement. Je suis toujours parti du principe de la même chose que je fais aujourd'hui. C'est qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu as envie de faire. En fait, je suis parti d'eux et pas parti forcément de moi. Et ce qui est assez spécial, parce qu'aujourd'hui, cette question-là, on la pose très très peu, même en entreprise. J'ai eu aussi la chance de travailler en entreprise. Et aujourd'hui, c'est en fait, vous êtes ici, mais qu'est-ce que vous aimez faire? Pourquoi vous êtes là? Quand vous avez ce sens-là des choses, naturellement que les gens se sentent investis d'un projet, de mission. Et en fait, je suis parti comme un joueur. Qu'est-ce que tu aimes faire sur le terrain? Quelle est ta meilleure position? Avec qui tu aimes t'associer? Qu'est-ce que tu recherches en fait dans cette activité, sur le terrain? Quel plaisir tu viens chercher? Quand est-ce que tu prends ton plaisir? Comment tu le prends? Et j'ai fait la même chose avec mes assistants. Et après, vous rencontrez des gens, soit qui s'épanouissent totalement, soit des gens qui ne sont pas du tout habitués à ce questionnement-là, qui sont des gens qui ont toujours fonctionné avec des missions. On me demande de faire ça, je fais ça. On me demande de faire ça, je fais ça. Donc, je suis plutôt sur le premier point. Donc, j'ai fait de cette manière-là. Donc, ils m'ont accompagné. Et je leur remercie encore aujourd'hui avec la plus grande des honnêtetés, franchise, et surtout avec ce qu'ils aimaient le faire le plus. Donc, certains, ça peut être des échauffements, d'autres, ça peut être simplement de l'observation, d'autres, c'est s'occuper de petits groupes. Et puis après, très vite, on a trouvé la meilleure chose pour qu'on puisse collaborer ensemble. Et voilà, en gros, ma manière de fonctionner. Une fois le club sauvé et stabilisé, vous allez quitter le club pour rejoindre Lausanne. Pourquoi comment ça s'est fait directement que vous avez quitté le club et c'était quoi la raison principale de rejoindre Lausanne, pardon. C'est-à-dire que dans l'année et demie que j'ai faite, j'avais quand même peu de moyens. Lausanne arrive avec une structure professionnelle importante. Je continue ma formation d'entraîneur. J'avais pas voilà, j'étais dans mon cursus. Et dans ma réflexion, je suis parti en disant, je dois continuer toujours à me développer. Je dois continuer toujours à me former. Ouais. T'as atteint des objectifs. On avait fini 6e du classement avec très 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 peu de moyens. J'avais vécu une année très compliquée à différents sujets que je n'exposerai pas, mais que personne connaît, mais aujourd'hui qui font ma manière de voir le foot aujourd'hui. Et donc je suis arrivé à un moment donné, toujours la même chose. Qu'est-ce que ça t'apporte de continuer cette aventure ici maintenant, et qu'est-ce que peut t'apporter une nouvelle aventure que tu ne connais pas? Et voilà. Et en fait, je suis parti à Lausanne. Je suis parti à Lausanne avec différentes casquettes, mais sans regret. C'est pas lié aux hommes, c'est pas lié aux gens que j'avais au club. De loin pas, c'était lié à une volonté de continuer à me développer. Alors, je me serais développé en restant à Nyon, mais la volonté d'aller à Lausanne, c'était de continuer de passer un step, de rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle structure. Et ça fait grandir. Et pour la petite histoire, Lausanne, j'ai été prendre on va dire la 3e équipe du club, qui était les moins de 18, les nationaux, comme on appelle ça. Mais j'étais également collaborateur technique du staff professionnel. Donc, j'avais un statut assez hybride, mais qui m'a permis de côtoyer, c'était Fabio Celestini, entraîneur à l'époque, qui m'a permis de côtoyer le très haut niveau suisse à ce moment-là, qui est en première division, et continuer ma formation de diplôme et d'entraîneur avec les moins de 18 nationaux, qui est le plus gros championnat. Maintenant, c'est moins de 19, parce que ça c'est lié aux exigences de l'UEFA, mais c'était le plus haut championnat de catégorie de jeunes en Suisse.
à quelque part, je continuais mon évolution. Alors c'est clair que quand on a été avec des adultes, pourquoi pas continuer avec des adultes? Voilà, encore aujourd'hui, j'aurais pu continuer, évidemment. Mais je suis passé par l'autre chemin et je le regrette pas parce que je l'ai vécu pleinement et j'ai appris énormément de choses. Notamment ce rôle hybride que vous avez décrit, ça permettait quoi en plus d'apprendre des nouvelles compétences, d'avoir un regard déjà présent dans le monde pro? Je dirais que ce qui a été intéressant, c'est que c'est la démarche qu'a eu le club et l'entraîneur. Et la démarche qu'a eu Fabio à ce moment-là, c'est tes ressources. Si j'ai besoin de toi, je ferai appel à toi. Par contre, c'est ouvert. Ça veut dire que tu viens aux entraînements, tu viens au match, tu es sur le banc, tu observes, tu amènes ce que tu as envie d'amener. Et en fait, lui n'était pas forcément partie prenante de ce projet. Lui, il aurait aimé des assistants fixes, il en avait, mais c'est le club qui a mis ces structures en place pour différentes raisons, et je pense économiques, notamment, de mettre certaines ressources du club au service des pros. Et c'est quelque chose qui est assez unique, qui est spécial. Je dis pas que c'était parfait. Par contre, comment a fonctionné le coach, c'était vraiment intéressant parce que il m'a laissé faire ce que, à quelque part, j'avais envie. Si je voulais venir, je venais. Si je voulais pas venir, je venais pas. Il préparait lui son entraînement. Il était très très structuré. Et en fait, je suis venu tout le temps. J'étais là le plus tôt le matin, je partais le plus tard. J'étais ressource. Et en fait, ressource. Et après, je suis devenu force de proposition parce qu'on partageait. Et en toute humilité, j'apportais ma vision parce que j'ai toujours été honnête dans ça. Et il prenait ce qu'il avait à apprendre. Donc moi, automatiquement, j'avais le regard de ce qui se faisait chez les pros. J'étais en capacité d'essayer de l'analyser. Et puis après, je continuais à entraîner mon équipe. Donc il y avait aussi, je mettais du sens dans le projet de jeu du club, et je parle de ce qui me dérange un peu du foot d'aujourd'hui, c'est que on a des projets de formation qui sont des fois très complets, mais qui correspondent pas aux attentes du haut niveau. Et je m'explique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas les attentes techniques, tactiques, mentales du haut niveau, parce qu'on les dissèque, en fait. Ça veut dire on va travailler tactiquement, techniquement, mentalement, en académie. On va préparer le joueur pour aller au niveau. Mais l'influence, pour moi, elle doit pas partir de ça. L'influence, elle doit partir du haut niveau. Qu'est-ce que le haut niveau a besoin aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, pour continuer à se développer? Qu'est-ce qu'on a besoin? Quel type de caractéristiques ont besoin les joueurs pour tout de suite s'adapter au haut niveau, pour tout de suite répondre au premier entraînement, à la première convocation, à tout de suite taper dans l'œil du coach? Parce que la réalité d'une carrière, c'est ça. Vous pouvez être international chez les jeunes, vous pouvez être le meilleur joueur de la réserve. Vous arrivez à l'entraînement chez un entraîneur qui sera peut-être plus là dans quelques temps. Qu'est-ce que vous lui amenez? Quelle garantie, à quelque part, quelle sécurité vous amenez? Quelle capacité vous avez à répondre à des situations, à des problématiques qui émergent dans l'entraînement, dans le premier match? En gros, comment on peut vous faire confiance? Comme dans le monde de l'entreprise, comme moi en tant qu'entraîneur, après les premiers matchs, les premiers entraînements. Donc cette séduction-là, quelque part, comment on l'amène? Et pour moi, l'influence devrait arriver du haut niveau. Donc ce qui était intéressant dans cette démarche, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai organisé ma manière de penser, c'est que je l'ai vécu. C'est que je trouvais très intéressant que moi, en tant qu'entraîneur, en étant chez les pros, je puisse, en déclinaison, de manière solaire, comme un soleil qui brille, de dire, mais voilà, chez les pros, ils ont besoin de ça là-haut en première division. Ils ont besoin de ce type de joueurs. Ils ont besoin de ces situations-là, ces réponses-là par rapport au projet du club, par rapport au projet du coach, par rapport au profil des joueurs. Ils ont besoin au poste. Et ils ont besoin de ça maintenant. Alors, est-ce que nous, en bas, on travaille pour alimenter dans les prochaines semaines, mois, la première équipe? Ou alors, on se dit juste, non, chaque année, on doit sortir 3 joueurs. On prendra les 3 meilleurs chaque génération, puis on va les monter. Qu'ils auront un contrat professionnel, ils vont aller là-haut. Et l'entraîneur, il va les recevoir. Et ça peut aller ou ne pas aller. Il n'y a pas de vérité dans ce que je dis. Mais il va les recevoir, il va recevoir des garçons formés. Mais il va peut-être pas recevoir des garçons qui sont formés pour répondre aux exigences du haut niveau. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est que c'est ces exigences du haut niveau qui viennent à quelque part sur la formation avec une vraie passerelle, avec de vraies liaisons, de vrais liens, et pas mieux qu'un technicien, pas mieux qu'un entraîneur, pas mieux qu'un responsable, un assistant ou autre. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque dans les structures professionnelles. Il manque de liens à un moment donné, parce que nous, en tant qu'entraîneur numéro 1, on a un temps aussi pour plein de choses, donc on s'y intéresse. Je pourrais donner des exemples que j'ai fait moi-même, mais à quelque part, il faut des gens qui puissent faire ce lien, parce que ça suffit pas de s'y intéresser et de passer un petit peu de temps. Les jeunes, notamment, il faut les accompagner, il faut avoir de vraies idées. Pour moi, il y a des étapes, et des fois on les saute, parce qu'ils font des exceptions. Mais aujourd'hui, les exceptions, c'est pas la norme. Alors comment on peut mettre un cadre
qui va normer notre manière de fonctionner. Pour les exceptions, on doit simplement avoir la possibilité de les accueillir. Et je dis toujours que les exceptions, elles vont toujours nous sauter à l'œil. Donc, elles vont toujours, voilà. Et moi, pour moi, c'est mettre un cadre qui permette que tout le monde puisse réussir, en fait. C'est utopique. Mais à partir du moment où on a 10 jeunes professionnels dans un club en Pro 2 ou 15 jeunes Pro 2, ça veut dire qu'on espère quand même que dans ces 15 jeunes, il y en ait un maximum qui passe. Donc ça, c'est important. Donc moi, ma vision, elle a été vraiment comme ça et je l'ai vécu, donc je peux en parler facilement. C'est hyper intéressant comme approche. Surtout, ça me fait penser maintenant à Red Bull. Ce qu'il faut dans le foot, c'est de créer des passerelles entre les équipes de jeunes. Ok, c'est un groupe qui a de la multipropriété. Mais par exemple, un jeune on le sait, qui signe à Salzbourg, il va être prêté à l'Efring, il va être formé, etc. pour après être fort à Salzbourg et après potentiellement être à Leipzig. Et là où je trouve votre approche, elle est hyper, pas novatrice, mais si, presque novatrice réellement, c'est que l'idée de passerelle, vraiment, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que si vous prenez moi, je suis toujours parti de ce que j'ai vécu, d'essayer d'y mettre du sens. Moi, je vous donne l'exemple, c'est tu es avec les pros, tu es entraîneur chez les pros, moi, dans mon rôle à l'époque à Lausanne, c'est comment ce que je vais voir, je vais pouvoir le retranscrire avec le moins de 18. Alors, est-ce que je prends l'entraînement qu'on faisait le matin et je vais le retranscrire l'après-midi à 15h sur le terrain avec les jeunes? Non, ça fait pas sens. Donc moi, ce qui était important, c'est que je construise, je dirais, une forme de sensibilité à développer mes garçons pour que demain, si les pros les appellent pour rien qu'aller à l'entraînement, qu'il y ait déjà une performance, puis ils puissent répondre aux exigences de l'entraînement déjà. Ça, c'est la première étape. Avant de penser de jouer en première division et de tout casser, je dis pas que ça peut pas arriver, parce que ce que je rappelle, ce sont des exceptions, et nous, on doit offrir des opportunités. Mais pour qu'il y ait des opportunités, que les jeunes puissent les saisir, il faut qu'on arrive dans le quotidien à répondre à ce que demande le haut niveau, et répondre par nous, les joueurs. Donc leur offrir l'environnement et le contexte pour travailler dans ces situations, sachant que c'est pas transposable. Donc on va travailler sur quoi? Sur ce que moi j'appelle l'intensité, l'énergie, en fait, plutôt que dire l'intensité, parce qu'on parle souvent de physique, mais l'énergie qu'on y met, l'engagement. Souvent un jeune, quand il arrive, il a cette énergie-là. Mais de nouveau, il arrive avec sa singularité. Il y a des plus timides, il y a des plus téméraires, il y a des gens qui n'ont peur de rien, qui voient un ancien, ils vont lui marcher sur les pieds, d'autres, ils vont être plus discrets. Mais nous, ce qu'on doit être très clair là-dessus, c'est les préparer à répondre à leur ennemi d'entraînement. Parce que c'est le premier passage réel aujourd'hui. Vous prenez un entraîneur professionnel, il voit arriver un jeune, le premier entraînement, il se passe mal, je mets au défi que ce jeune, le lendemain, il soit là, si ça se passe mal. Parce que l'entraîneur, lui, dans 4 jours, il joue un match de haut niveau, il joue la suite de l'évolution de l'équipe, il joue peut-être sa propre partition, et c'est sûr, on va pas se mentir, c'est la réalité. Donc, on doit faire avec ça. Et pour faire avec ça, il faut être en capacité de répondre à la demande. Et moi, c'est là où je me dis toujours, mais comment on peut prendre un jeune, on pense que ce qu'il fait chez les jeunes, ça va suffire et il va répondre. Oui, ok. Et pour moi, pour ça, il faut que ça fasse sens. Et pour ça, j'ai cette réflexion et j'y crois. Et par contre, c'est pas simple à mettre en place. Parce que là, on parle d'un jeune, mais c'est tout l'environnement qu'il y a autour aujourd'hui. Ça suffit pas. Forcément. Et donc, tout le monde doit être convaincu. Cette approche, elle doit être très claire. Et je m'arrête là-dessus encore un instant parce que je trouve ça intéressant. On parle d'un entraînement, mais on peut parler d'une période d'entraînement, mais ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué, notamment après une quinzaine de jours, le jeune, il redescend. C'est-à-dire, il rebaisse en intensité, en énergie. L'exigence, elle se maintient pas. C'est-à-dire que c'est un vrai état d'esprit. C'est un vrai accompagnement. D'ailleurs, aujourd'hui, on est amené à accompagner ces jeunes. Ça veut dire qu'ils sont encore pas développés. Mais je pense que pour moi, un joueur n'est jamais assez développé. Donc, on est, quoi qu'il arrive, on est toujours source d'accompagnement. Mais la réalité, c'est que l'énergie, ça fluctue, comme dans un match. Vous êtes rarement dans toujours une période faste où ça va à fond. Donc, le jeune, c'est pareil. 3-4 premiers entraînements, attention dans le jugement. Ça peut être positif comme négatif, mais attention. Parce que de nouveau, ça fluctue. Alors, c'est cette endurance-là qu'on essaye, nous, d'observer et de tenir et que le jeune arrive à maintenir. C'est sa capacité à qu'il n'y ait pas de trop et de trop bas, qu'il soit toujours régulier. Mais déjà dans l'entraînement, dans la concentration, dans l'engagement, dans la compréhension. Parce qu'en fait, tout va plus vite. Et ils vont tous le dire, les jeunes. Il y a plus d'intensité, c'est ce qu'ils appellent l'intensité, ça va plus vite. Okay. J'ai un peu plus de temps parfois, mais ça va plus vite, c'est plus costaud, etc. Ça prend de l'énergie. Donc, ça revient sur mon idée d'énergie. Et nous, on doit entraîner à que le joueur puisse y répondre. Et je termine là-dessus, c'est la période, elle doit aussi évoluer.
Parce que j'ai remarqué, voilà, après une quinzaine de jours, les jeunes redescendent, ont pris de la confiance, se sont appropriés certaines choses dans l'environnement. Ça peut être voilà, ils se sont rapprochés de certains joueurs, de certaines personnes du staff. Ils commencent à mieux se sentir. Et vous avez deux possibilités, hein. C'est soit il continue à se développer, soit il a pris une certaine confiance, une surconfiance, et il commence à être un peu plus léger. Et ça, c'est un vrai accompagnement. C'est là où on se doit d'accompagner encore et encore les joueurs et les jeunes. Précédemment, dans un épisode précédent avec Kate Blake, qui est passé par la formation, il m'a dit que la formation n'était pas obligatoire pour un entraîneur, mais ça permet de tester des choses et de se tester soi-même. Pour vous, un entraîneur qui passe par les équipes de jeunes, ça permet forcément quelque chose de plus? Ah, mais je sais pas. Je pense qu'en fait, on a chacun notre parcours. Donc, chacun y verra son parcours et son sens. Le parcours, il est fait d'opportunités, il est fait de ressentis à un moment donné. Donc, c'est très personnel. Je peux pas vous dire c'est bien ou pas bien. Ce que je peux dire, c'est que moi, ça a été une énorme richesse. Et ça m'a permis aussi d'être très lié aux nouvelles générations. Quand on parle d'un coach qui comprend les nouvelles générations, bah, c'est sûr que quand vous êtes lié à eux, que ça soit sur le terrain, mais que ça soit aussi en dehors par différentes manières de fonctionner, ça fait sens. Mais moi, de nouveau, j'y ai trouvé une source je dirais, d'inspiration, de formation, une vision, mais c'est personnel. Il n'y a pas de vérité. Moi, aujourd'hui, je fais pas un métier de reconversion. Ça veut dire que je me suis pas dit, bah, après une carrière, je vais être entraîneur et puis non, moi, c'est une reconversion, évidemment, parce on passe toujours d'une étape à une autre, quelque part. Mais moi, c'était surtout l'envie de constamment me former et de me développer. Donc, rencontrer un public jeune, bah, ça permet aussi d'aller loin, parce que entraîner des gamins et se poser des réflexions à plus que 360 degrés, et j'irai même plus loin. Je pense qu'on s'interroge beaucoup plus qu'avec des professionnels. Parce que quand on a des adultes, ou des jeunes adultes, alors, de nouveau, c'est très lié à l'âge, mais ça veut rien dire. Vous pouvez avoir 20 ans et être très, très mûr et très adulte, et avoir 20 ans et être un grand gamin. Et peut-être qu'on reste des gamins toute notre vie, et j'espère en tout cas qu'on a toujours une âme d'enfant. Mais la réalité, c'est que s'occuper d'une équipe de gamins de 12, 13, 14 ans, quand on a moins de ressources, parce qu'on a moins de staff et autres, c'est d'autres questions, c'est d'autres interrogations. C'est aussi, et je respecte énormément les éducateurs, c'est beaucoup de responsabilités. Il faut juste se rendre compte de l'accompagnement aussi qu'il y a sur les études, sur le développement personnel. C'est énorme. Et donc, quand on a cette analyse-là et cette réflexion-là, et c'est ce que font très bien les Allemands, ils vont former un entraîneur des U16 comme un entraîneur de la première équipe. Parce qu'ils se disent, cet entraîneur de U16, demain, par son parcours, pourrait arriver entraîneur chez les pros. Pourquoi? Parce que quand on s'interroge, et nous, on est des voilà. Moi, en tout cas, je suis un chercheur, je m'interroge. C'est clair qu'avec des gamins, il n'y a pas mieux, parce que c'est tellement, tellement, tellement large et vaste. Et par exemple, en Suisse, j'ai eu la chance d'avoir dans mes équipes plus de 13 nationalités dans une équipe. Une équipe de 19 gamins, 13 nationalités différentes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça demande en termes de réflexion, d'analyse, de recherche, de management à quelque part? Parce que je considère que c'est un grand mot, manager des enfants, mais à quelque part, accompagner, c'est énorme. Et des enfants et des familles. Et c'est rien que les cultures, rien que les langues. Des gamins déjà à 12-13 ans qui parlent pas très bien la langue. Donc ici c'est très riche. Donc moi, je parle que pour moi, sur mon parcours, ça a été très très important. Avec vous entraînez des jeunes joueurs, vous avez un jeune âge. Votre aspect relationnel avec les joueurs, il est comment? Il est vraiment motivateur, je sais pas comment expliquer, mais pour les motiver, pour leur transmettre. Et vous étiez proche d'eux ou juste en rapport coach? Je dirais que la proximité, elle est obligatoire. Ça veut dire que j'ai toujours créé une proximité avec les joueurs et c'est toujours ce que j'ai envie. Et dans cette proximité, il y a ceux qui ont certains besoins et ceux qui ont d'autres besoins. Des gens qui n'ont, dans la proximité, ils ont ils ont besoin de sentir que vous êtes là pour eux, que vous les accompagnez, mais ils ont peut-être pas besoin de plus de discussions, de plus de, je sais pas moi, de temps avec eux. Et d'autres, ça peut être l'inverse. Pas l'inverse, mais je dirais, ils ont besoin que vous soyez là, mais ils ont aussi besoin que vous leur parliez beaucoup, vous les accompagniez sur certaines choses. Donc en fait, je considère que chaque individu, il a des besoins d'accompagnement. Mais je dirais, au-delà de ça, je pense, de se sentir important. Les besoins moi, je prends énormément les besoins fondamentaux de l'individu.
et les besoins fondamentaux de l'individu dans l'autonomie, la compétence, l'appartenance. Pour appartenir à un groupe ou appartenir à un projet, il faut se sentir considéré, il faut se sentir qu'on accepte et qu'on aime ce que la personne est, qu'on accepte ses compétences, qu'elle peut alimenter aussi le groupe. Et donc, ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est qu'on ait toujours la possibilité d'être ouvert, en fait. Que ce joueur sente qu'il y a une ouverture, à la fois avec son coach, mais à la fois que le projet où il est, le projet équipe. Si vous avez un joueur aujourd'hui qui a des qualités, mais qui sait qu'il ne pourra jamais jouer, qu'il ne pourra jamais les exprimer, ben vous allez avoir de la frustration. Alors, vous pouvez lui parler des heures. Et donc, pour moi, la réalité, c'est que la proximité, elle est obligatoire. Mais après, c'est comment vous la matérialisez, comment vous la mettez en place. Et je pars du terrain, parce que je considère aujourd'hui que la clé de tout, ça part du terrain. Donc, la proximité, c'est la capacité que le joueur puisse s'exprimer tous les jours à l'entraînement, soit respecté, puisse s'engager, puisse s'exprimer, c'est vraiment le mot, s'exprimer en situation. Et ensuite, certains ont besoin du temps en dehors. Il y a de l'accompagnement par rapport à ça. Mais pour moi, la proximité, elle est fondamentale. Ce que je trouve hyper intéressant dans votre parcours, et c'est pour ça que je suis hyper heureux que vous êtes dans ce podcast-là, c'est que on remarque que dans votre parcours, tout est fait pour arriver au plus haut niveau dans chaque catégorie. C'est-à-dire que vous entraînez des jeunes, vous allez être reconnu comme un très bon, excellent formateur. Vous allez être appelé pour sauver Nyon. Sur une courte durée, vous allez arriver à le stabiliser. Et je trouve que cette motivation, cette envie de bien faire, elle se retranscrit là dans ce que vous nous dites. Écoutez, moi, du principe, on a des... J'aime pas le mot mission, mais ça le devient quand on est chez les professionnels, parce qu'on est dans un métier, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus exposé. Mais je dirais que l'objectif, c'est d'amener un groupe, d'amener un club, d'amener des gens autour de nous à réussir. Et en fait, c'est pour ça que c'est très systémique. Je pense qu'un entraîneur ne suffit pas, mais c'est la capacité. Mais gagner avec une première équipe, ça suffit pas pour un club, à mes yeux. Je parle de dynamique. Et aujourd'hui, on a besoin d'amener les gens avec nous. On a besoin que les gens nous fassent confiance. Donc, on est un leader dans notre posture. Et je suis un leader dans ma posture. Donc, dans tous mes engagements, il y a l'envie d'amener les gens avec moi. Mais c'est pas ma réussite, c'est notre réussite, parce que c'est quelque chose, on est liés, en fait. Donc, c'est comment expliquer en fait, c'est assez simple. C'est que je suis jamais allé dans un club pour ma propre réussite. Parce que je la connais pas, ma propre réussite. Mais par contre, je connais le chemin. En tout cas, j'ai envie, plutôt, de créer le chemin et les passerelles pour cette réussite. Parce que je le connais pas, je vais le vivre. Donc, je vais le découvrir. Mais quand je dis je le connais, je sais comment moi je vais m'y engager. Ça, je le garantis. Et en toute honnêteté. Et après, il faut être inspirant, réussir à amener les gens avec nous. Et dans les réussites ou plus ou moins les non-réussites, il y a toujours des opportunités là-dedans. Et ce que je trouve très riche, c'est la capacité à amener les gens avec nous. Et moi, aujourd'hui, partout où je suis passé, j'ai réussi à amener des gens. Après, il faut du temps. Et ça, de nouveau, quand on parle de période, il faut à un moment donné qu'on ait du temps, qu'on ait une réflexion, une intelligence, une vision commune. Et les grands fonctionnements du monde ont des visions communes. Si vous n'avez pas de vision commune, si vous n'avez pas d'objectif et vous n'avez pas de responsabilisation, vous ne réussirez pas vos grands objectifs. Et pour moi, ça, c'est des clés importantes. En responsabilité par rapport à ce que je suis et ce qu'on est, nous, à nos niveaux, les joueurs à leur niveau, les intendants à leur niveau, le directeur à son niveau, le président à son niveau, etc. La capacité d'avoir une vision commune et partagée, ça, c'est important. Et pour ça, il faut après, bien sûr, avoir des vrais objectifs. Il n'y a pas qu'un objectif. L'objectif final, c'est une finalité. D'avoir différents objectifs pour qu'on puisse s'alimenter au quotidien. Parce que si on attend l'objectif final, cette période, elle est trop longue. Je vous donne un exemple. Vous commencez en bas de la montagne. L'objectif, c'est d'arriver en haut. Mais ça, c'est l'objectif final. Mais avant d'arriver en haut, il va falloir fixer des différents objectifs sur le parcours. Parce que si on pense que arriver en haut, à un moment donné, on peut s'épuiser si on ne voit pas le sommet. Par contre, si on a des différents objectifs sur le parcours, on va s'alimenter de la réussite de ces, je dirais, pour dessiner la chose, ces plus petits objectifs, même s'ils ne sont pas plus petits, sont très importants, mais ces étapes. Et ces étapes vont nous alimenter. On va réussir la première étape, ça donne de l'énergie, très bien. Peut-être vous avez parlé un mot tout à l'heure, on stabilise. Ok, on stabilise. Et ensuite, on a la seconde étape. Et après, on arrive, on passe à la troisième, quatrième ensemble. Et là, on se rend compte, on arrête, on continue. Voilà, on a atteint la cinquième, on est à la moitié, il y a 10 étapes. Et en fait, ça permet, sur tout le parcours, de toujours garder une énergie, de toujours répondre à des objectifs et de s'alimenter. Donc, fixer des objectifs
Et pour une vision un peu plus moyen, je dirais long terme, parce que moi je prends dans le football, ça peut être une saison, une demi-saison, mais des objectifs donc du journalier, de la semaine, il y a différentes périodes. Et ça nous permet de donner de l'énergie. Parce que c'est très compliqué quand vous dites à des gens, vas-y, continue, ça va arriver. Et si ça vient pas demain, après-demain, on fait quoi? On arrête? Mais peut-être que dans 3-4 semaines, ça va venir. Et on a des exemples. Vous prenez le Arsenal d'Arteta, et si je peux me permettre du très haut niveau, parler de ça, ben, le Arsenal d'Arteta, quand il est arrivé, malgré le background qu'il avait, malgré tout ce qu'il a vécu, ben, ces 2-3 premiers mois à Arsenal, dans un club normal, il est plus l'entraîneur d'Arsenal aujourd'hui. Ouais, bah ouais, c'est une vision long terme. Et ils l'ont aidé, mais ils l'ont pas aidé seul. Il a pas été seul. Il a été accompagné. Il a dû prendre des décisions importantes contre vents et marées. Mais ce qu'est le Arsenal d'aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas cru en des résultats quand on a pris Arteta. On a cru en une manière de fonctionner, en une mentalité. On a cru à la capacité à développer une structure et à développer, je me permets de m'avancer, mais un club. Et je pense que c'est ce qu'il a préféré aujourd'hui. Alors bien sûr qu'après, il faut des résultats. Mais je pense que dans toutes les résultats immédiats n'est pas source et gage de qualité sur la durée. Et ça dépend ce qu'on recherche. Il y en a qui ont des besoins de résultats immédiats. Dans ces cas-là, il faut un profil. Et puis d'autres qui ont des besoins de résultats d'une autre manière. Il faut un autre profil. Mais avant de parler de résultats, c'est plutôt comment on va le construire. Parce que le résultat, vous pouvez chanter ce que vous voulez chanter, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Et on le voit aujourd'hui. On est en fin d'année 2024 et on a Pep Guardiola sur les 12 derniers matchs, il en a gagné 1. Et jamais personne l'aurait pensé. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on maîtrise moins. Et le résultat est, voilà, des fois des choses qu'on maîtrise un peu moins. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est pour ça quand on parle de réaliser des objectifs, déjà on n'est pas seul. Et je pense surtout qu'on a réussi à mettre des choses en place. Et c'est ça qu'on laisse en fait, beaucoup plus que le résultat. Parce qu'il n'y a plus personne qui se souvient de la 6e place que j'ai faite. Il y en a même qui ont oublié que j'ai déjà entraîné. Par contre, les gens qui ont été marqués par mon passage, des anciens joueurs, des dirigeants, des gens du club, et ben c'est des gens aujourd'hui qui vont, quand vous parlez de moi, ou qui vont peut-être demain m'appeler pour être un entraîneur, parce qu'il y en a un qui est directeur sportif, parce que l'autre il est président, parce que voilà, ou d'autres ils sont maintenant entraîneurs. Ben, c'est des anciennes, des anciens dirigeants qui eux, ben vont vous appeler pour prendre des nouvelles des fois. Ben, c'est ça que vous laissez beaucoup plus que certains résultats, à mes yeux. C'est hyper intéressant, vraiment merci d'être présent dans ce podcast. Par la suite, après vos différentes expériences en Suisse, vous allez avoir une très bonne réputation et vous allez trouver le football international avec le Kosovo. Tout d'abord, comment on se fait approcher par le Kosovo, qui était maintenant, c'est un pays, une sélection qui a des joueurs qu'on connaît comme Zegrova, mais à l'époque, quand vous arrivez, c'est une nouvelle sélection. Donc comment on se fait approcher par la sélection du Kosovo? Bah écoutez, l'opportunité s'est faite que j'ai travaillé à l'UFA. J'ai été entraîneur sur certains séminaires, notamment sur ce qu'avait mis l'ancien président Michel Platini en place, c'était les académies dans des pays en voie de développement. Et à ce moment-là, il y avait différents pays, dont l'Arménie, dont le Kosovo. Et l'entraîneur de la sélection arménienne de l'époque était Bernard Chalande, qui est un entraîneur suisse. Et il avait un préparateur physique également suisse, voilà, que j'ai connu dans ce rassemblement où ben moi j'avais l'équipe qui faisait les démonstrations d'entraînement avec mes jeunes de Lausanne et ils ont sûrement apprécié la personnalité. Et 2 ans après, quand j'ai quitté le session, je devais m'engager au Brésil, ça s'est pas fait et je me suis retrouvé libre et ils cherchaient un assistant jeune, ils cherchaient un assistant de mon profil, on va dire. Et ils m'ont approché, savoir si ça pouvait m'intéresser. Et comme la première démarche au départ, et je fonctionne toujours comme ça, c'est que c'est pas quelque chose je devais l'analyser. Que j'y suis allé, le premier rassemblement, j'y suis allé en stage. Donc j'ai pas signé de contrat, je suis allé pour observer. Dans les 2 sens, pour savoir si moi aujourd'hui j'étais en capacité, ça répondait à mes attentes. Donc je cherchais à entraîner au quotidien. Et si surtout je pouvais répondre à leurs attentes. Donc en fait, j'y suis allé, le premier rassemblement en stage. Et ce stage a été spécial. Il a été médiatisé par un média suisse, mais très spécial puisque, à savoir que le Kosovo est très représenté par des joueurs en Suisse. Il y a beaucoup de Kosovars en Suisse. Donc, automatiquement, pour moi, ça fait beaucoup plus sens de dire le Kosovo que pour certains autres pays, notamment en France, où il y a beaucoup moins de joueurs kosovars ou je dirais même de personnes du pays. Et en Suisse, c'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de jeunes. J'en ai entraîné énormément des jeunes Kosovars. Donc, c'est très proche de la Suisse. On peut pas dire que c'est le petit frère, mais pas loin, je pense quand même, en termes de football. Non, je comprends.
Et donc, quand je suis arrivé au Kosovo, il restait 2 matchs de Nations League pour se sauver dans le groupe C et un match amical en Albanie. Donc, ça, c'est les vrais cousins, puisque l'Albanie et le Kosovo, voilà, Ouais. on peut pas dire que c'est la même chose, mais c'est la même chose pour eux. Et donc, on va jouer en Albanie et le sélectionneur attrape le Covid. Donc, ça veut dire qu'il est bloqué à l'hôtel pendant quasiment, je crois que c'était 8 à 9 jours. Et donc, je dois faire, il y avait pas d'assistants, il y avait des assistants locaux, mais qui sont pas en capacité de prendre l'équipe. Ouais. Donc, à ce moment-là, je me retrouve à devoir prendre l'équipe sans contrat avec le directeur des équipes nationales, donc à devoir entraîner l'équipe, prendre l'équipe. Les joueurs ne me connaissaient pas. Je venais d'arriver sous 10-12 jours et faire 2 matchs, un en Slovénie et on recevait la Moldavie pour se sauver. Donc, il fallait un des 2 matchs le gagner. On va en Slovénie. Et on perd 2-1 à 95e. Et donc, on doit gagner la Moldavie en plein Covid, un match d'hiver où voilà, les conditions sont pas simples et on gagne 1-0 et on sauve et le Kosovo sauve sa place dans le groupe C de la Nations League, et ce qui est important pour les nations et ce qui était très important. Donc le mariage a commencé à ce moment-là, puisqu'après ils m'ont proposé de continuer, et ma réflexion a été assez simple. C'était de vivre le très haut niveau, parce que de l'extérieur on ne connaît pas. Et je dis toujours, souvent on parle de l'extérieur, mais on ne connaît pas, donc il faut le vivre. Et puis dedans, je rencontre des joueurs comme Edon Zegrova à l'époque, Vedat Murici qui est aujourd'hui à Majorque, Ramani qui est à Naples, des joueurs qui jouent au Dynamo Zagreb, au Dynamo Kiev, au Spartak Moscou, voilà, qui jouent dans des clubs suisses comme le FC Bâle, le FC Saint-Gall. Enfin, donc aujourd'hui des joueurs qui sont à Reims, des joueurs qui sont à Clermont, donc voilà. Et la réalité, c'est que j'avais en face de moi des joueurs de haut niveau, voire certains de très haut niveau, et de vivre des expériences à ce niveau-là en Europe, c'est très rare pour un jeune entraîneur. Et donc, j'ai eu différentes opportunités de pouvoir entraîner en numéro 1, de pouvoir retourner dans des clubs, mais j'ai voulu vivre ça, et aussi parce que le tirage au sort des qualifications de la Coupe du Monde arrivait, et on a tiré l'Espagne de Busquets, voilà, de l'Espagne de Luis Enrique, on a tiré la Suède de Zlatan, qui avait fait son retour, la Grèce, donc ouais, c'était énorme. Et donc de vivre ça, je me dis mais ça, il faut que je le vive en tant qu'entraîneur, dans l'expérience, et sachant qu'après, dans la manière dont on travaillait avec la sélection, j'étais un entraîneur, comme ce qu'on peut vivre dans le rugby aujourd'hui. Il y avait un sélectionneur, manager, et j'étais un entraîneur. Je faisais les entraînements, je préparais les entraînements. Alors bien sûr qu'on est en relation, évidemment, on est un staff, mais j'étais entraîneur en fait. J'étais entraîneur, comme je dis souvent, je suis assistant, mais je suis entraîneur numéro 1 dans mon fonctionnement. Après, c'est répondre au contexte, c'est ce qu'a besoin le sélectionneur. Et alors, c'était magnifique expérience. Le poids d'une sélection d'un pays, même si le Kosovo, c'est un pays proche de la Suisse, quand il y a l'hymne qui se met en place, vous ressentez vraiment un poids, une ferveur, même si c'est pas votre pays, mais vous voyez ce que je veux dire? Ma particularité, c'est que je suis français. Donc, quand il y a la Marseillaise, c'est spécial. Et j'ai été naturalisé suisse après, par le nombre d'années que j'ai fait dans ce pays. Et je voulais aussi valoriser ce passage-là. Et j'ai beaucoup d'attaches pour partout où je vis. Donc là, évidemment, je suis français, donc beaucoup d'amour pour la France. Et pour les gens qui y sont et ça sont mes racines, et ça, c'est normal. Et j'en ai beaucoup pour la Suisse et j'en ai pour le Kosovo, comme j'en ai eu partout où je suis passé. Parce que, en fait, on est obligé pour pouvoir travailler avec les gens, on est obligé de les comprendre. On est obligé de savoir les enjeux de tout ça. Et les enjeux d'un pays qui a gagné sa liberté, qui sort de la guerre, qui est encore en guerre à quelque part, parce qu'il y a toujours à prouver et que c'est très compliqué, qui, depuis 2016, je dis pas de bêtises, à l'indépendance, est devenu un pays en termes de football aussi indépendant. En fait, chaque match a une valeur spéciale. Que vous jouiez Chypre ou que vous jouiez l'Espagne, bien sûr qu'il y a une valeur des stars qui est en face, mais gagner Chypre, ça a la même teneur. On a été gagné à Chypre, on arrive à 2h du matin en avion, et il y a des supporters qui sont là au bord de la route avec les fumigènes. Parce que vous êtes dans une mission, vous représentez le pays à l'échelle de l'Europe, et ça a une valeur énorme pour les gens, dans la reconnaissance, dans la capacité à vouloir exister à travers les autres, parce que quand on fait une guerre, c'est qu'il y a des problèmes. Donc aujourd'hui, le pays, il est touché de ça. Il a besoin d'exister, il a besoin d'une reconnaissance, si je peux employer ce terme. Et par le football,
Bah voilà, gagner, ça amène du poids, ça amène de la reconnaissance, ça amène voilà ce sentiment qu'on est bon, qu'on a des bons joueurs, on existe, on est une nation qui vit. Et donc à chaque match, c'est une nouvelle vie à quelque part. Donc l'hymne national, il est fort parce qu'il est chanté, parce qu'autour de vous, il y a des gens qui vous serrent et en toute humilité, vous connaissez pas leur parcours, vous connaissez pas tout leur parcours. Vous avez compris qu'il y en a peut-être un là qui a une Kalachnikov sur la tempe, que sa famille elle est morte, il y a plein de choses autour de ça. Donc il y a de la valeur qui dépasse le cadre du foot, mais à notre niveau, nous, c'était la capacité de leur donner tout ce on pouvait leur donner. Donc l'hymne national, il est fort évidemment. Il est fort. Vous l'avez dit, enfin on l'a dit, les rencontres et les différents, enfin le parcours que vous avez, il a eu les différentes expériences, ça a un impact plus que positif. Que ce soit avec le Kosovo et aussi en club, comprendre et découvrir des nouveaux types de football, comme le football de formation, le football pro, le football international, ça permet d'avoir une nouvelle vision sur le foot. Je dirais qu'au-delà d'une nouvelle vision, c'est la capacité de se dire que le foot a énormément de visions et que on détient pas de science exacte dans tout ça. Je dirais que la clé pour comprendre tout ce foot-là, c'est se connaître soi-même. C'est de savoir qu'est-ce qui nous touche, en fait. Donc, c'est pour ça, quand on parle du parcours de formation, il est intéressant aujourd'hui, et pour moi, ça a été la chose la plus importante, c'est qui je suis, en fait. Très vite, qu'est-ce que j'aime? Quelles que sont mes valeurs et quel football j'ai envie que je transpire? Le football je transpire, qu'est-ce que j'ai envie d'amener, de faire partager à mes joueurs, à mes équipes, à mes dirigeants? En fait, pourquoi on prendrait Bichard aujourd'hui et pas un autre, ou pourquoi on prend un autre et pas Bichard? Parce que ça va dans les deux sens. Et aujourd'hui, c'est de savoir qui nous sommes, quel type de football on veut. Est-ce qu'on veut copier quelqu'un ou est-ce qu'on veut se créer ses propres choses? Et en fait, moi, je ne copie personne et je pense qu'on peut ne copier personne, en fait. Copier n'existe pas à mes yeux. On est quelqu'un, on va chercher quelque chose. Donc, en gros, c'est très vite qu'est-ce que moi je vais chercher et qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, je me suis créé ma vision du foot avec mes propres singularités, avec mon parcours. Et donc, mon parcours, il sera jamais fini jusqu'à ma mort. Donc, je vais tout le temps l'alimenter, cette vision du foot. Alors, elle sera pas radicale d'un côté à un autre, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que ça corresponde à mes valeurs. Je vous donne un exemple. Quand je vais avec l'équipe nationale, j'ai eu aussi du temps et j'ai aussi beaucoup fait de scouting, puisque je suivais les joueurs et j'allais dans différents pays aussi pour recruter des nouveaux joueurs. Et j'ai été voir des clubs. Et le dernier en date, j'étais à Brighton quand il y avait Roberto De Zerbi. Mais quand vous arrivez à un moment donné, vous prétendez pas tout comprendre et tout maîtriser, mais vous y allez pas pour tout prendre. Bien sûr, vous prenez tout ce qu'on vous propose, mais vous allez pour vous alimenter vous par rapport à ce qui vous touche. Et la folie qu'il a lui, c'est la même que la mienne. Donc automatiquement, il y a des choses. Alors il fait des choses que il est reconnu à son niveau comme en étant un expert. Donc automatiquement, on va essayer de comprendre ce qu'il fait. Mais après, la capacité, c'est pas de le copier, c'est de prendre ce qui va nous animer nous et qu'on va pouvoir, je dirais, développer dans notre contexte. Donc je dirais plutôt que c'est des gens qui nous influencent. Donc tous les footballs que j'ai vus m'ont vachement influencé, mais influencé en disant c'est ce que j'aime ou c'est ce que j'aime pas, parce que je respecte. Chacun, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité à ça. Moi, l'important, c'est que je sois moi-même et que vous me preniez pour ce que je suis, que je continue à me développer. Et ceux qui nous aident le plus à nous développer sont nos joueurs. Moi, je le dis aujourd'hui, il y a un projet, bien sûr, mais c'est la capacité aux joueurs de le développer, de l'alimenter, et je dirais même de tout le temps créer, en fait. Parce que chaque joueur va nous rendre meilleurs, nous aussi. Il va améliorer le projet, il va améliorer ce que vous lui proposez. Vous lui proposez peut-être à la fois rien du tout. Vous lui donnez la possibilité de s'exprimer. Donc, c'est une proposition, oui, mais lui aussi nous propose des choses. En termes philosophiques, je pense qu'on est plutôt dans quelque chose de très énergie. On va mettre un contexte pour qu'il se développe. On va bien sûr avoir des sensibilités fortes. Et pour moi, par exemple, j'aime les buts. C'est-à-dire que je suis quelqu'un depuis tout petit. Je considère qu'on joue au football avec des buts. Dans tout ce que je vais essayer de faire dans mes entraînements, il y aura des buts. Je vais avoir un sens. Et dans la vie, et on dit quoi aujourd'hui à haut niveau? Il faut être bon dans les deux surfaces. Et on attaque un but et on défend un but. Mais donc, ma vision aujourd'hui, c'est de dire, mais puisque ça fait sens pour tout le monde et qu'on a un point commun, c'est les buts. Donc, mes défenseurs doivent défendre un but et attaquer un but, et mes attaquants également. Et quand on parle d'orientation et de sens de jeu et d'intelligence de jeu, c'est lié à quoi? En quoi on est plus intelligent ou pas moins intelligent? En étant efficace. Et l'efficacité à haut niveau, ce sont les buts. Pour moi, il y a toujours des buts dans la vision du foot. Dans des petits buts, des moyens buts, il y a toujours un sens. Mais c'est personnel, c'est comme ça que j'identifie. Donc quand je vois un coach qui met pas de but,
Ça veut pas dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Ça veut pas dire que des fois, j'en mets pas. Mais ça fait sens. Donc, pour moi, c'est ce que je recherche. Et dans tous mes voyages, et notamment en Sud-Amérique, ils font un travail exceptionnel et j'encourage tout le monde à aller. Voilà. Alors, Sud-Amérique, c'est très large, mais je dirais, moi, je suis allé au Brésil. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel de ce que proposent les gens là-bas. Je dirais pas qu'ils sont en avance sur nous, mais j'ai vu des clubs là-bas qui sont en avance sur les clubs de première division française. Largement, parce qu'ils ont un football qui est énorme. Ils s'endorment pas. Vous parliez de Red Bull tout à l'heure. Red Bull, ils sont là-bas. Les Américains sont là-bas dans le développement des athlètes. Moi, j'ai visité des infrastructures, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est top européen. Et aujourd'hui, en fait, ils ont compris une chose, c'est qu'en fait, il faut constamment se développer. Il faut jamais s'arrêter. Moi, je prends un exemple. Je suis français et même en Suisse. C'est dramatique sur les terrains sur lesquels on joue. C'est dramatique les conditions d'entraînement pour certains jeunes. Vous allez voir des championnats nationaux de U19 où vous avez vos futurs internationaux. Ils jouent sur des terrains, mais c'est pas de l'apprentissage pour moi. Et je suis pas d'accord. Nous, on a commencé sur des stabiles. On jouait sur des stabilisés. Dans le petit village, il n'y avait pas de filet dans les buts. Et des fois, il y avait but, des fois, il n'y avait pas but. Je l'ai connu, ça. On avait des cailloux sur les genoux, on jouait avec des chaussures. Après 2 entraînements, il n'y avait plus de crampons. Mais c'est pas parce que je l'ai connu qu'aujourd'hui, ça correspond à ce qu'on a besoin à un moment donné dans le très haut niveau. Et je dis pas qu'il faut pas passer par les stabilisés. Je dis juste qu'à un moment donné, quand on veut faire de l'élite et du haut niveau et qu'il y a des engagements qui sont énormes, mais on doit mettre les joueurs dans quelque chose qui permet de gagner du temps. Et quand on me dit que les terrains de foot, ça fait pas gagner du temps, je suis désolé. J'ai eu la chance de faire des stages d'été ou même l'hiver. Les trêves en Suisse sont longues. Quand vous partez 3 semaines en Turquie faire un camp d'entraînement sur des terrains exceptionnels, je vous promets qu'entre le premier jour, le premier entraînement et le dernier entraînement, sur des terrains qui sont ce qu'on appelle à l'anglaise, mais les joueurs sont pas les mêmes. Le rythme du ballon n'est pas le même, l'intensité n'est pas la même, l'espace-temps n'est pas le même. Alors on peut me dire, c'est bien de jouer sur les terrains où on voit pas nos chaussures. Oui, le joueur il va s'adapter, super. Il va s'adapter, mais ça suffira peut-être pas pour se développer. Il va s'adapter sur une chose, mais se développer sur autre chose, je sais pas. Par contre, quand ça va à 2000 à l'heure, quand la moindre petite erreur de concentration, le ballon il fuit. Mais ça, c'est ma vision. Pourquoi ? Parce que je le disais tout à l'heure, à haut niveau, on joue là-dessus. On joue sur ces terrains-là. Pourquoi l'Angleterre, on a envie de le regarder à la télé ? C'est pas que tactique. Parce qu'à la télé, on voit pas tout. Non, parce que c'est magnifique. Parce qu'il y a un engouement, il y a un engagement. Mais ils l'ont compris. Ça va du spectacle qu'ils proposent à la qualité du terrain. Mais du terrain au quotidien. Je mets au défi de s'entraîner tous les jours sur tous les joueurs qui vont nous écouter là, sur des billards. Mais qui ne veut pas s'entraîner et jouer sur un billard ? C'est normal. Et donc, on va s'améliorer, évidemment. Et on a tous joué au foot. C'est pas la même chose de jouer sur un terrain où on voit pas les chaussures, un terrain où le ballon, il va à 2000 à l'heure. Voilà. Et d'où aujourd'hui aussi où on joue peut-être même plus dans les cours d'école et dans les rues. Alors, je prétends pas que c'est partout comme ça, mais voilà. Et ça, c'était très important à un moment donné. C'est très important de continuer à jouer là-dessus pour des gamins, dans le développement. Mais quand on arrive en haut de la pyramide, et donc je prends ces choses-là, là-bas, ils l'ont compris. Là-bas, ils l'ont compris. Et dans beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont mis le championnat U20, notamment, à un niveau d'exigence qui est le championnat professionnel. Vous voyez des joueurs U20 qui sont champions du monde U17, le championnat U20 au Brésil, allez le voir. Mais vous voyez des sorties de balles, vous voyez la qualité des joueurs. Mais ça fait, voilà, ce qui arrive en Europe aujourd'hui, ils le font déjà avec les U20. Il y a des entraîneurs merveilleux et des hommes passionnés. Enfin, ça me correspond, donc j'en parle assez facilement. Mais je dis toujours, allez voir, il faut aller. Il faut se ressentir ça pour... Ça va aller chercher les nouvelles expériences. Exactement. Et se dire aussi que ce qu'on fait, nous, à mes yeux, ça suffira jamais. Il y aura toujours des gens qui vont avoir il faut avoir un temps d'avance, il faut toujours vouloir développer également. Et pas se dire, oui, mais l'autre, il avait ça, et alors débrouille-toi déjà avec... t'as plus que lui, débrouille-toi. C'est pas ça. On n'avance pas comme ça. Soyons exigeants. Soyons exigeants dans tout. Et parce qu'à la fin, c'est pour nous, pour un club, mais c'est pour le développement de nos joueurs et le plaisir aussi. Parce que ça reste du spectacle, le football, et le plaisir. Après cette expérience au Kosovo, vous êtes rapproché par différents clubs, et notamment par le Red Star. Forcément, on va en parler. Votre première approche, comment s'est faite cette première approche par le Red Star ? Et quand vous arrivez à visiter les installations, on sait que c'est un club historique qui a une appartenance à Saint-Ouen au 93, c'est un club politique.
Quand vous arrivez la première fois, visiter l'installation, c'est quoi ce que vous dites en premier? C'est pas ce que je me dis, c'est ce que je ressens. Bon, le restart, c'est assez spécial parce que ça faisait 3 ans que j'étais en équipe nationale. Le Ouais. dernier coach venait d'arrêter sa mission, Alain Giresse, et ma volonté était de retourner dans le quotidien. Donc j'ai eu différentes opportunités et il arrive un moment donné où j'ai l'opportunité du restart, de par son directeur sportif et de par son entraîneur. Et quand je passe le portail de Marville, je me suis rien dit, c'est un ressenti. J'ai ressenti que j'allais travailler là. Mais quand je dis travailler, quand je parle de travailler pour Bichard, je savais que j'allais vivre ici. J'ai eu ce ressenti-là, parce que le football n'est pas forcément un travail, même si pour moi on peut en parler comme ça me gêne pas, les mots me gênent pas forcément, parce que des interprétations, c'est une mais passion. ouais, mais j'emploie des fois le mot travail, mais bon voilà, pour moi c'est une vie. Et j'ai eu ça, j'ai eu ce ressenti. Et croyez-moi, quand vous venez de la Suisse et que vous arrivez à Marville dans le 93, c'est des paysans. Et ensuite, en passant la porte, j'ai rencontré des gens voilà, où il y a eu un mariage. Il y a eu un mariage d'énergie, un mariage d'idées. Je sentais déjà que je faisais partie du projet, en fait. C'était qu'une question de trouver l'accord pour travailler ensemble. Mais sur le côté, je dirais, de l'état d'esprit, sur le côté de la philosophie, de la vision, et j'ai plus loin de l'énergie, j'emploie tout souvent ce terme, de la passion, j'étais au bon endroit. Donc j'ai repris ma voiture pour rentrer et à quelque part préparer ma valise parce que elle était prête, mais je veux dire plutôt la fermer. Mais voilà, je savais que j'allais venir ici et ça a été juste parce que c'était vrai. Cette opportunité, du coup, elle se fait. Vous allez être dans le staff de Habib Beye. À côté de vous, il y a Pierre Sage, un staff qui a des assistants, qui a un coach hyper médiatique et reconnu en national, avec un assistant qui est maintenant le coach de Lyon. Avec vous, ça s'instaure comment cette symbiose? Alors moi, je suis arrivé après Pierre, en fait. Pierre était l'année d'avant. Donc Pierre était l'année d'avant et donc était retourné comme directeur de l'académie de Lyon. Donc moi, je suis arrivé à quelque part après Pierre. Donc j'aime pas le mot remplacer, numériquement sûrement, mais je suis arrivé dans le staff. Pierre n'était plus là. Donc moi, la saison que j'ai faite au Restart, voilà, on n'était pas ensemble. Et pour revenir sur, je dirais, la notion de staff, réellement aujourd'hui, et ma vision aussi de la posture et du rôle de l'assistant, c'est que je pense qu'il n'y a pas un rôle unique, il n'y a pas un type d'assistant, un autre type à mes yeux. C'est un staff. Et aujourd'hui, comment on interagit ensemble pour rendre cette première équipe qui est le staff meilleure. Et en fait, ça part toujours de la décision. On pense que l'entraîneur prend la décision. Pour moi, c'est une erreur de penser comme ça. Parce que c'est pas l'entraîneur qui prend la décision. L'entraîneur, il représente la décision. Mais on prend la décision dans une forme de système au quotidien, par des interactions, par des échanges, par des visions. Et c'est à la fin que, voilà, il y a des choix qui doivent être faits. Et ces choix amènent à une décision finale, mais qui est une décision qui sera commune et représentée par l'entraîneur principal. Mais la réalité aujourd'hui, c'est pour ça que pour moi, quand je suis avec un entraîneur, je lui donne mon sang parce que c'est notre décision, en fait. Et au moment, si on n'est pas convaincu, avant qu'on se sépare, on doit être convaincu. Ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord et je suis pas d'accord avec lui. À la fin, il m'a convaincu. Je vais avec toi. Même si au début, j'étais pas d'accord, je vais avec toi et je vais au bout. Et je vais au bout et j'assumerai ça. Et on l'assumera ensemble parce que quand ça va bien se passer, voilà. Mais quand ça se passera mal, un entraîneur, quand ça se passe mal, il a besoin des autres. On a besoin de tous des autres. Donc le rôle dans ce staff-là, parce que c'est unique, et dans chaque staff, ma position était différente. Pas ma position d'assistant, numéro 1, numéro 2, tout ça. Ok, assistant. Mais ma manière de fonctionner, ou mon rôle a été différent. C'est les besoins qu'ont besoin le staff et le coach. Qu'est-ce qu'il a besoin? Et je suis arrivé, je me suis fondu dans les besoins. Il y avait une personne qui s'occupait de la préparation des exercices d'entraînement et je dirais de formaliser. Et moi, je suis arrivé avec ma posture et mon envie d'accompagner tout ça et de développer. Et donc, je me suis fondu. L'entraîneur gagné, s'il avait besoin de moi à un moment donné, je lui donnais un coup de main, le prépa physique, le coach, voilà. Et à un moment donné, c'est toi le coach. Enfin, voilà. C'est pas, pour moi, c'est un système. Et
Et la capacité, c'est de travailler ensemble. C'est la chose la plus importante et la chose qu'on recherche dans un staff. Et si ça a bien fonctionné cette année-là au Restart et qu'on est monté et qu'on a fait un championnat exceptionnel, c'est qu'il y avait cette symbiose. Il y avait cette symbiose, il y avait ce travail ensemble qui a été énorme. Et en fait, cette énergie, je parlais du soleil tout à l'heure, elle s'est propagée dans notre quotidien, dans nos dirigeants, dans nos intendances, sur notre équipe, dans des bons comme dans des moins bons moments, mais c'est la réalité. Surtout que cette première moitié de saison en national, vous allez pas marcher sur le national, mais vous allez être le club qui bat presque tout le monde, quoi, avec une tactique pas hyper physique, avec de l'énergie surtout. Ouais, mais en fait, ça correspond. Vous avez parlé du Restart et du département, de la région ou autre, mais la réalité, c'est que ça correspond au 93. Donc, pourquoi ça a fonctionné? Parce que tout était aligné. On avait un coach, on avait un staff, on avait des joueurs qui étaient en représentation de ce qu'est le territoire et de ce qu'on attend du Restart. Donc, ça nous a aussi beaucoup porté. Après, on a eu, comme tout, on a eu énormément de travail. Je pense qu'on a travaillé énormément. Et les joueurs l'ont ressenti. On n'avait pas les meilleurs joueurs du national, c'est pas vrai. On n'avait pas le plus gros budget, c'est pas vrai. Et c'est un club qui s'est structuré avec le temps, qui a toujours été bien structuré. Par contre, on avait des bonnes personnes au bon endroit, que ça soit à la direction du club, que ça soit des personnes comme Steve Marley, comme Reda Hamage, des gens qui étaient dans l'entourage de l'équipe, et même Steve qui était avec nous aussi sur le terrain. Il y avait dans ce club-là une représentation partout du logo. Steve Marley, il est sur lui, vous le croisez, il a toujours les cuissons du Restart, que ce soit la casquette, que ce soit le pull, que ce soit la grosse veste. Ce sont des gens qui le portent, ce club-là. C'est son club. Et en fait, quand je suis arrivé, ils m'ont pris. Tout de suite, j'étais alpagué. Et cette première partie de saison, on a pris des décisions fortes. Et la décision, ça a été après la première défaite à Gaulle. On a dit, c'est pas comme ça qu'on veut jouer au football. Donc, on veut un football entreprenant et qui correspond à ce qu'on fait au quotidien. Un football de fou, on va faire un football de fou. Donc, on a fait un football de fou et on a vécu... moi, je m'y suis arrêté au mois de mars, mais j'ai continué à suivre l'équipe. Une équipe qui voulait être dominante, qui a fait un football de fou. Alors, il y en a, ils ont pris des risques, d'autres, ils diront, ils avaient ci, ils avaient ça, non. On a fait un football qui correspondait toute la semaine, du lundi au dimanche, enfin, toute la semaine, c'était ça. On était une bande de fous et l'équipe, les joueurs, et ça, c'était exceptionnel. Cette expression football de fou, elle correspond très bien. Je regarde tellement ce que vous voulez dire maintenant. C'est vraiment le mot que je voulais mettre tout à l'heure. Non, on peut, il n'y a pas de problème. Vous avez dit, vous allez partir au mois de mars. Avant, on savait qu'il y avait des rumeurs, etc., parce que vous étiez pisté par différents clubs, que ce soit en L1 ou en L2. Mais vous allez rejoindre le Clermont Foot en tant que assistant adjoint, il me semble. Premier assistant adjoint, un rôle assez hybride, une nouvelle fois. Comment ça se fait? Enfin, moi, je trouve que c'est un bon choix. Dans le sens où vous partez, en bon terme, et vous êtes premier du classement. Vous allez faire un très bon passage au Restart. Et vous allez en Ligue 1 pour épauler et pour être le futur numéro 1 Clermont. À partir du moment où je fais des choix, je considère que bon, pas bon, ce sont des choix et ce sont des expériences. Donc, on sait toujours, je dirais après si c'est un bon choix ou pas, mais quoi qu'il arrive, mon choix, je le regrette. Je le regrette pas, en tout cas, je l'assume. Alors après, pour faire la transition avec le Restart, la volonté, je suis pas parti du Restart parce que je voulais partir forcément du Restart à ce moment-là. J'aurais aimé finir la saison. On était premier avec 12 points d'avance. Je voulais vivre aussi la finalité, donc les fêtes, tout ce qui finit le championnat. L'opportunité, c'est la vision un peu plus longue que je pouvais avoir sur la suite en allant à Clermont, qui me proposait une année supplémentaire de contrat et la possibilité de vivre un projet qui m'intéressait tout simplement, et une expérience énorme de vivre 10 matchs de Ligue 1. C'est quelque chose d'énorme. Je suis arrivé dans une équipe, dans un club qui était en difficulté et ça m'a pas fait peur parce que on y voit toujours le côté dans le monde du foot, on y voit toujours un côté. Moi, j'y vois le côté qui est très simple. C'est des expériences exceptionnelles qu'on va jamais m'enlever parce que vivre des matchs de Ligue 1, c'est exceptionnel, et vivre des matchs dans ce contexte-là, en fait. Comme je le parlais tout à l'heure du Kosovo ou du Restart, c'est exceptionnel parce qu'il faut aujourd'hui se dire que
quand il y a de la difficulté, combien de personnes sont là quand il y a de la difficulté? Combien de personnes diraient plutôt, ah non, la difficulté, moi, je veux pas la porter. C'est eux et moi, je veux pas être associé à ça. Et moi, en fait, je suis arrivé et ma volonté, c'était de dire, je me fous, moi, d'être associé ou pas associé à ça. Ah bah ouais. Je le serai de toute façon et ce que je veux, c'est amener quelque chose. Donc, ma volonté à Clermont, c'était d'amener mon énergie, d'essayer de redonner, en tout cas, de donner ce que moi, je peux donner et je n'ai aucun regret par rapport à ça parce que je l'ai fait, en mon âme et conscience, avec beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup de force, beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie. Et ça a été une magnifique expérience, quoi qu'il arrive. On me l'apprendra pas, celle-ci, donc elle est à moi et je suis très, très content d'avoir vécu. Bah, même si malheureusement, à la fin de la saison, Clermont va être relégué, vous allez du coup être intronisé numéro 1. Pour moi, enfin, à mon avis, je trouve que vous avez souffert cette saison en Ligue 2 que de votre passage après Pascal Gassian. Parce que, à mon avis, je trouve que vous avez beaucoup été critiqué dans le sens où Pascal Gastian, c'est un très grand entraîneur, c'est une grande personne à Clermont, mais vous arrivez un peu comme le petit jeune, vous voyez ce que je veux dire? Je vois oui et non. Alors, bon, moi, je vais être assez clair avec ça. Je serais jamais venu à Clermont si Pascal Gastian n'avait pas validé ma venue. Donc, la réalité, c'est, vous avez remarqué, il y a toujours une continuité dans ma réflexion. C'est qu'il faut être deux pour faire un mariage et que moi, venir assistant dans un staff qui est existant, qui a fait un travail exceptionnel, je reviendrai là-dessus, et qui aujourd'hui est en difficulté, bah, dans le monde du football, on met pas quelqu'un là-dedans. Et encore moins aux yeux des gens. Alors, un jeune égale pas d'expérience égale c'est qui ce gars. Sauf que l'expérience n'a rien à voir avec l'âge, déjà. Et quand vous retournez sur le parcours de chacun, ben, vous savez pas ce qu'ils ont vécu. Vous savez pas, voilà, aujourd'hui, un entraîneur, vous savez pas ce qu'ils ont vécu en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur. Sauf sur un CV en disant, ah bah voilà, il a fait 50 matchs de Ligue 1, donc c'est un entraîneur de Ligue 1, ça veut rien dire. Parce que vous pouvez faire 50 matchs de Ligue 1 et ne pas être un bon entraîneur de Ligue 1 ou ne pas être un bon assistant de Ligue 1, ça veut rien dire. Ou même un joueur. Et il y a des exemples, on en a, c'est pas le problème. La réalité aujourd'hui, c'est pas ça. Moi, je suis arrivé à Clermont et je voulais amener ce que j'ai à amener et on me l'a proposé et Pascal l'a validé parce que sinon au départ, je serais pas venu. Parce que le regard des gens, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un qui vient, qu'est-ce qu'il vient foutre là lui, personne ne le connaît, etc. Et c'était pas ça du tout. Je suis venu pour, comme je l'ai fait avec tous les coachs avec qui j'ai travaillé, pour les accompagner, pour leur donner ce que je pouvais leur donner. Alors après, bah, il a validé, parce que pour moi, l'idée au départ, j'étais pas fan de l'idée. Pas fan de l'idée dans le sens où c'est pas moi de décider, en fait. C'est ça. Évidemment que l'idée m'a excité, sinon je serais pas allé, bien sûr. Et j'avais envie d'aider, et j'y ai cru, et j'ai donné tout ce que je pouvais donner. Mais la réalité, c'est que c'était à lui de prendre cette décision. Comme ça a été au coach quand je vous parlais tout à l'heure, ou quand j'ai dit à Nyon, les joueurs prennent la décision. C'était pas une blague. C'est parce que pour moi, c'était important. À partir du moment où on va travailler ensemble, après, on doit être inconditionnel sur certaines choses. Mais dans notre milieu, c'est waouh. Donc, il y a de tout. Il y a des gens qui ont trouvé ça bien, des gens qui ont trouvé ça n'importe quoi. Puis à la fin, comme on n'a pas réussi, bah, c'était pas bien. Et pour moi, pas. Pour moi, ça a été une grande force. Et je reviens sur Pascal. Pascal, il a été, ce qu'on a dit sur lui ou tout ce que j'ai pu ressentir, c'était pas sérieux, en fait, les gens l'ont ressenti. Parce qu'il a été énormément critiqué, lui aussi. Et en fait, je trouve ça, il faut juste se remettre au niveau de chacun. C'est pas parce qu'une fois tu prends une voiture de location chez Ferrari et tu roules un week-end avec une Ferrari que tu roules toute ta vie en Ferrari. Mais en fait, Pascal Gassian, il a fait vivre à Clermont lui et tous les gens qui avaient autour, parce qu'il n'était pas tout seul. Il avait un staff, il avait un club, il avait des joueurs, il y avait énormément. Il a fait beaucoup aussi à la formation. Il y a des gens superbes là-bas. Ben, ils ont réussi à mettre ce club en Ligue 1, à monter le club en Ligue 1. Mais pas que ça soit un club de Ligue 1. Parce qu'en toute réalité aujourd'hui, bah, si vous reprenez tout ce qu'on disait tout à l'heure, tout le cadre qu'il doit y avoir dans un club, est-ce qu'aujourd'hui, Clermont était un club posé en Ligue 1 pour faire 15 ans de Ligue 1 ou 10 ans de Ligue 1? Ben, je vais pas y répondre, mais je l'ai la réponse. Donc automatiquement, c'était de nouveau quelque chose qui n'était pas dans la norme. Ce qu'a vécu Clermont, c'est pas normé. C'est quelque chose, je dirais pas d'exceptionnel, je pense que c'est plutôt de l'ordinaire, de choses extraordinaires. Ça veut dire, ben, ils ont fait un quotidien ordinaire avec en mettant à chaque fois des choses extraordinaires. Et donc, il a été entraîneur, ils ont construit c'est comme ça. Donc, il a appelé Clermont, il l'a amené en Ligue 1, il l'a maintenu en Ligue 1. Ils ont vécu 3 ans exceptionnels. Le club en a bénéficié à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'à la fin, il a été critiqué comme si c'était un entraîneur lambda et que, son dernier. Et pas du tout. Donc, moi, je suis aussi venu pour ça parce que
parce que je respecte le technicien, je respecte beaucoup l'homme. Et puis, je me suis aussi enrichi énormément à le côtoyer, à le compter, lui et son staff. Et dans la vie, on s'enrichit avec tout le monde, dans les échanges, dans le partage. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé. Et pour parler de la transition, automatiquement, maintenant, je vous fais un dessin très simple avec ce que je viens de vous dire. Et en plus d'un club qui vient de descendre, et avec ce qu'a vécu le football français cet été, et avec ce qu'est la réalité aujourd'hui du foot français de Clermont ou autre, vous pouvez bien imaginer qu'il y a du changement. Il y a du changement à faire, et il y a du changement qui allait arriver. Et comme je considère notre métier comme un métier de crise, parce que dans le football, on est constamment dans la crise du résultat, dans la crise de la semaine, dans la crise de la performance, dans la crise des médiatiques. Il y a tous les jours quelque chose, donc c'est une crise en fait. On est éveillé tout le temps. Dans ces moments-là, il faut être en capacité d'être costaud, en capacité d'avoir une idée commune, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre des responsabilités et d'avoir des objectifs. Donc aujourd'hui, si je suis plus à Clermont, c'est que ça, c'était pas aligné, tout simplement. On n'était pas tous alignés là-dessus. Moi, j'ai été Bichard et j'ai amené dans lequel je crois, en fait, tout simplement. Après la réalité du jeu et du foot, si vous avez compris mon parcours, j'ai été formé par le football français et le football d'une énorme exigence, parce qu'à l'époque, des Claude Dussault, des Dominique Bijotta, de tous ces garçons que j'ai pu côtoyer, des Roger Fleury, des Feu André Guédon ou des Fred Zago, qui ont été des grands formateurs pour moi, sont des gens qui m'ont formé en tant qu'individu, en tant que footballeur, et j'ai ça en tête. Et la compétition, quand tu as fait un centre de formation de football, que dans ta chambre, tu dors avec ton concurrent, que dans la salle de bain, tu prends la douche à côté du gars qui veut la même chose que toi, que à l'entraînement, tu les mets, les protèges tibias. Voilà, tu joues ta carrière, tu joues tes rêves, tu joues ta vie. J'ai une situation familiale spéciale, donc il n'y a pas une chose dans le football. Donc c'est pas en étant entraîneur qu'on va m'apprendre ce que c'est de gagner ou perdre, parce que évidemment c'est mon univers. Donc je viens pas d'autre chose que de la compétition. Et c'est ce qui m'anime, et clairement, je suis déçu qu'on n'ait pas pu ensemble continuer à essayer de créer et faire des choses. Actuellement, du coup, est un entraîneur libre. On sait qu'il y a eu des rumeurs. On n'est pas là pour en parler ou quoi, vraiment. On n'est pas là pour ça. On sait qu'il y a des rumeurs où vous êtes pour différents clubs, dans différents niveaux, Ligue 2, nationale. Vos prochains objectifs, sans dire de club ou quoi, on n'est pas là du tout pour ça, encore une fois. Pourquoi pas revenir dans un staff ou être numéro 1? C'est votre évolution en tant que coach. Elle sera dans quel type, vous pensez? Mais de toute façon, dans mon état d'esprit, je pense que vous l'avez compris, je suis leader de ce que je porte. Donc aujourd'hui, numéro 1, je suis un numéro 1 dans ma manière de fonctionner, dans mon état d'esprit, et je parle souvent, et moi, mon projet, ma vision, c'est l'état d'esprit, en fait, qui est porteur de tout ça. Donc on est numéro 1 de quelque chose, mais on peut être numéro 3, numéro 4 à l'échiquier. Donc si je suis numéro 1, je serai l'entraîneur numéro 1 qui sera porteur de ce qu'on a discuté tout à l'heure, mais je peux très bien travailler dans un staff en étant numéro 1 de ce qu'on me demande de porter. Donc j'ai pas de souci, en gros, à être dans un fonctionnement, et c'est dans un système, en fait. Donc moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que ça corresponde à ce que je puisse m'exprimer, amener ce que j'ai à amener, qu'on soit en symbiose dans ça, qu'on se trompe pas d'énergie, en fait. Et j'en ai, donc je serai demain, je sais pas. Ce qui m'importe aujourd'hui, moi, je cherche un projet, et le projet il peut être de 2 mois, 3 mois. Certains paieront sa démission. Oui, ok, moi je cherche un projet où j'arriverai à apprendre, à amener quelque chose, à capitaliser, à me développer, et surtout à nourrir les autres. Parce qu'en fait, ce métier-là aujourd'hui, on est dévoué, moi je suis un dévoué à un club, à un fonctionnement, vous l'avez vu, à un pays, à plein de choses, et moi je veux amener quelque chose. Je veux donner mon maximum. Et pour donner le maximum, il faut sentir que on a besoin de toi, faut sentir que tu peux amener quelque chose, en toute humilité. Et voilà, et c'est ce que je recherche aujourd'hui. Donc l'ouverture, elle sera sur qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble. Parce qu'après, faut pas se tromper. Et de nouveau, moi, je suis quelqu'un de passionné, et je vois le football d'une manière qui doit m'alimenter également, parce qu'on doit trouver notre énergie, et notre énergie, elle est liée, comme vous l'avez compris, au système, et j'en ai besoin. Donc, on verra ce qui arrive. C'est le moment de conclure cet épisode. Je vais vous remercier. Vraiment, c'était hyper intéressant. Vraiment, merci. Et on va se retrouver bientôt je vous enverrai le podcast, etc. On va se retrouver pour le prochain épisode.
Bonne journée à vous et merci. Merci à vous. Une bonne journée. À bientôt. Non, moi je suis coach. Moi je suis coach.